Aujourd'hui, on remet le prix donc à Véronique Lazarus, qui est professeure à l'ENSTA, spécialiste de la mécanique de la rupture. Alors juste un petit mot avant de commencer, puisqu'on parle de mécanique de la rupture, juste une petite pensée pour André Pinault, qui nous a quittés il y a une semaine et qui sera inhumé aussi le 8 mars, cet après-midi, donc qui est aussi un spécialiste de mécanique de la rupture, mécanique des matériaux, qui a écrit les livres bien connus de comportement mécanique des matériaux qui continuent à nous accompagner aujourd'hui, qui travaille au Centre des matériaux des mines de Paris, Centre des matériaux qui a beaucoup d'interactions avec l'ONERA et qui a été cofondateur de l'Académie des technologies. Donc André Pinault a reçu beaucoup de prix et aujourd'hui on récompense Véronique Lazarus donc pour son prix ONERA Académie des sciences sur les sciences mécaniques pour l'aéronautique et le spatial. Donc c'est le deuxième prix de l'Académie des sciences pour Véronique. Le premier, c'était en 2015. Et donc Véronique, ça c'est le texte qui est présent sur le site de l'Académie. Véronique s'intéresse à la propagation des fissures dans le cadre de la mécanique physique de la rupture fragile, en combinant théorie, simulation numérique et expérience. Donc effectivement, alors il se trouve que je connais Véronique depuis plusieurs années, on est de la même génération. Donc Véronique fait un travail absolument remarquable, je vais essayer de dire quelques mots dessus, pas longtemps je vous rassure, je ne vais pas monopoliser la parole, juste quelques minutes. Donc Véronique travaille en combinant à la fois des approches analytiques, théoriques, des calculs numériques et des expériences, avec de plus en plus d'activités expérimentales qu'elle développe à l'ENSTA. Donc sa formation Véronique est diplômée de l'ENSTA et a fait aussi un master de mécanique à l'université Pierre et Marie Curie. Et ensuite, elle a intégré l'Institut Jean Leron d'Alembert, puis le laboratoire FAST sur le campus de l'université Paris-Saclay. Et plus récemment, depuis 2017, elle est retournée à l'ENSTA pour monter une équipe dans le laboratoire IMSIA sur la mécanique de la rupture. Donc Véronique a encadré un certain nombre de postdocs, d'étudiants en thèse. Elle a eu de nombreux projets financés par différents organismes comme l'ANR, les LABEX, la DGA, des entreprises aussi comme Safran Aircraft Engines, dont je crois qu'un représentant est ici présent. Elle a été invitée dans de nombreuses conférences internationales et a écrit un grand nombre de papiers, donc 49, j'ai compté 49 revues internationales à comité de lecture en mécanique de la rupture depuis 1998. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque papier est différent en fait. Donc c'est pas comme les gens qui publient 300 papiers en répétant 5 fois la même chose. Chaque papier ici est distinct et donc vraiment c'est une approche très agréable. Et sur ce type de... Bon, j'ai égrené un certain nombre de chiffres, mais je dirais que ce qui caractérise Véronique, c'est peut-être le chiffre 3. Alors excusez-moi, je fais pas de numérologie de bas étage. 3, pourquoi ? Parce que Véronique s'est attaquée à des problèmes d'emblée tridimensionnels de mécanique de la rupture, ce qui n'est pas toujours fait. Et donc, ça, c'est une image issue de son HDR. Donc, elle n'a pas hésité à travailler tout de suite sur des problèmes complexes de propagation de fissures. 3, parce qu'elle s'est intéressée aux 3 modes de propagation de fissures, et tout particulièrement le mode 3, parce qu'il y a beaucoup de théories qu'elle a réactualisées en introduisant le mode 3 ou des couplages de modes incluant une mixité avec le mode 3. 3, parce que au moins 3 géométries différentes de fissuration, fissures débouchantes, fissures circulaires, fissures en étoile comme la figure qu'on voit ici. 3 dynamiques d'ouverture de fissures, donc rupture fragile, mais aussi rupture sous critique et fatigue. Donc on va avoir des exposés qui vont traiter des 2 problématiques par la suite. Et aussi le séchage directionnel, ce qui est assez original. Et donc cette image est issue d'une modélisation d'une problématique de séchage directionnel qui fait apparaître des fissures en étoile avec un nombre de branches qui a été prédit grâce à son travail théorique. Et puis 3 types de microstructures aussi. Donc microstructures homogènes, mais aussi microstructures inhomogènes, et comme il a été rappelé tout à l'heure, microstructures désordonnées qui fait appel à une approche plutôt statistique des résultats. Enfin, elle s'est intéressée à 3 stades différents de la mécanique de la rupture: l'initiation de fissures, la propagation, la déviation des fissures, et aussi la forme du front. Donc, les outils que Véronique Lazarus a utilisés sont nombreux. Donc, elle a des apports très importants dans le domaine des calculs perturbatifs au premier ou au second ordre dans le cadre de la mécanique de la rupture dans des géométries complexes.
les méthodes asymptotiques, l'homogénéisation. Au niveau numérique, elle a travaillé à la fois avec des outils de modélisation éléments finis, de la modélisation champ de phase, et puis maintenant, elle développe de plus en plus des expériences tournées vers les essais de traction, la corrélation d'images, et en lien avec la fabrication additive. Dans l'objectif de comprendre et de maîtriser la dissipation d'énergie par fissuration, comme je pense que Véronique va le détailler par la suite. Et ce qui est tout à fait remarquable, enfin je trouve, dans sa façon de travailler, c'est qu'elle commence par aborder les problèmes en posant un cadre théorique qui est présenté de façon très générale, souvent avec des paramètres qu'il suffit de faire varier pour passer d'une géométrie à une autre, ou alors d'un mode d'ouverture à une autre. La loi de Griffith est un cas particulier de la loi de Paris, et donc elle peut passer continuellement par exemple, de la rupture fragile à la rupture par fatigue en jouant sur ce type de présentation, avec un souci de mise en œuvre aussi, de vérification expérimentale. Donc c'est un travail qui n'est pas que théorique, il est concret, il se manifeste maintenant par des expériences et sur des configurations complexes, donc sans avoir peur de traiter des problèmes qui sont complexes. Donc voilà, c'est avec plaisir que l'ONERA est associé, je pense, à cette remise de prix. Donc si Véronique travaillait à l'ONERA, je pense qu'elle travaillerait dans le domaine dont j'ai la charge, et en particulier dans la thématique scientifique modélisation des phénomènes macroscopiques complexes, donc le domaine matériaux et structures, dont je vais vous dire 2 mots très rapidement. Donc le domaine matériaux et structures, c'est un domaine qui regroupe des recherches multi-échelles et multidisciplinaires en sciences des matériaux, mécanique des structures et aéroélasticité pour application aérospatiale, et qui va s'intéresser à ces problématiques de l'échelle atomique, image en haut à droite, à l'échelle de la structure complète, comme un avion complet ici à droite, avec différentes échelles intermédiaires. Donc ce domaine s'appuie en particulier sur des moyens d'essai à différentes échelles qui appartiennent ici au département en matériaux et structures, dont la directrice et la directrice adjointe sont ici présents. Donc c'est un domaine qui est très féminin à l'ONERA. Voilà. Et donc c'est des moyens d'essai à différentes échelles qui vont de la toute petite échelle, de la synthèse des matériaux, jusqu'à des essais de plus grande taille, comme les tours de crash, en passant par un certain nombre de moyens de caractérisation, qui s'intéressent aussi à des vitesses de sollicitation, à des taux de déformation très variés, sur plusieurs ordres de grandeur, grâce à des moyens d'essai différents. Donc voilà, peut-être l'occasion d'enrichir les interactions avec Véronique. Et puis, qui a aussi une activité de simulation importante, à différentes échelles à nouveau, de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle de l'avion tout entier, avec ici des simulations d'amérissage, en calcul des structures, et en passant par des échelles intermédiaires, champ de phase, dynamique des dislocations, et les modélisations continues et multiphysiques qui sont traditionnellement traitées dans le cadre des codes développés à l'ONERA. Donc, en l'occurrence, pour la fissuration, c'est le code ZCRAX, qui est développé par Vincent Chiarutini et qui appartient au code Z7 qui actuellement est en train de se renouveler. Donc Véronique, je te positionnerai quand même dans cette gamme d'échelles principalement au niveau de ton travail. Et donc c'est le dernier slide. Activités en mécanique de la rupture à l'ONERA, il y en a énormément. Ça a été très difficile de choisir des personnes pour présenter les activités de l'ONERA. À différents niveaux. Donc d'abord des essais représentatifs qui vont bientôt pouvoir se décliner dans une plateforme d'essais sur structure pour vraiment travailler sur des structures de grande taille. Des moyens, la combinaison de différents moyens et outils expérimentaux. Donc on voit ici par exemple une image de détection de fissures par flying spot, donc par thermographie, couplée à une analyse d'image qui permet d'aller identifier la fissure précisément. Donc c'est une technique qui est développée à l'ONERA. Des méthodes de corrélation d'images, dont il sera beaucoup question tout à l'heure, je pense, avec la plateforme ESCAL, qui est portée par Sylvain Felpaillet, qui parlera tout à l'heure, et qui permet d'aller chercher, grâce à un filtrage adapté du bruit et une analyse des images potentiellement par apprentissage, bon, ça dépend des projets, aller chercher des précurseurs de fissures avant que celles-ci ne se manifestent à la surface. Des simulations numériques, j'ai déjà parlé du logiciel ZCRAX, dont on voit ici une utilisation
par Airbus Hélicoptère pour la fissuration d'une pièce de transmission, qui peuvent être couplées avec des simulations à différentes échelles, champ de phase, dynamique des dislocations. Ici, une modélisation de champ de phase qui relève plutôt de la problématique qui est indiquée à gauche. Et puis des modèles de durée de vie en fatigue, dans la tradition de l'activité de Jean-Louis Chaboch, qui était à l'ONERA, et qui est porté en particulier par l'équipe MS3, qui va aussi parler tout à l'heure. Voilà, donc le programme des présentations scientifiques. Donc, on est le 8 mars, on aurait pu faire parler que des femmes, mais on a eu un petit souci de parité. Donc, on va faire des présentations en binôme. Donc, Vincent Bonan et Pascal Canoutet pour la première présentation sur le dimensionnement en fatigue. Ensuite, Sylvia Feldpaillet et Frédéric Laurin sur des problématiques de détection de fissures, en particulier dans les matériaux composites. Et puis après une petite pause, on pourra donner la parole à Véronique Lazarus qui nous fera un exposé plus détaillé, plus complet de ses activités. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Donc, pour répondre à l'invitation de la direction scientifique générale de l'ONERA, nous allons essayer d'expliciter un petit peu plus ce qui se passe quand on veut modéliser la fissuration en fatigue, au travers de travaux récents menés sur des matériaux métalliques pour des applications aéronautiques. Nous allons faire cette présentation à deux voix avec Vincent Bonan pour mettre en lumière le lien étroit entre expérimentation et modélisation. Et puis, au travers des problématiques qui seront abordées aujourd'hui, nous allons faire écho à des sujets d'intérêt de recherche de Madame Véronique Lazarus. Permettez-moi tout d'abord d'expliciter le contexte de la modélisation de la fissuration en fatigue. Comprendre et modéliser le processus de fissuration par fatigue dans les matériaux et structures est particulièrement crucial pour prévenir leur défaillance. De tout temps, les scientifiques ont cherché à répondre à cette problématique en essayant de répondre à diverses questions. Ici, j'ai reporté des questions que j'ai trouvées dans un chapitre de cours de Madame Véronique Lazarus en introduction, un peu comme un clin d'œil. Alors, pour y répondre, ce n'est pas toujours simple parce que le processus de fissuration peut être complexe. Quand un solide va être soumis à une sollicitation extérieure, le matériau sous-jacent, donc ici, dans notre cas, un matériau métallique qui va être constitué de grains, comme c'est illustré ici, va se déformer. On va avoir, dans certains cas, des déformations purement élastiques. Ça veut dire que si on enlève la sollicitation extérieure, le matériau revient dans sa position initiale. Mais on peut aussi avoir des déformations permanentes, dites plastiques, qui subsistent, même si la sollicitation extérieure est enlevée. Alors, ces déformations plastiques sont le fruit de glissements cristallographiques et la répétition des sollicitations que l'on va avoir sur la structure va créer des bandes de glissement persistantes, comme ça peut être illustré ici. Ces bandes de glissement persistantes vont être la genèse de microfissures qui vont se propager dans la microstructure pour donner naissance à une fissure macroscopique. À un moment donné, cette fissure macroscopique, on va pouvoir la voir sur la pièce. Et donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir suivre sa trajectoire, connaître sa vitesse pour essayer de prévenir la défaillance de cette pièce. Au niveau de la modélisation, quand on va s'intéresser à la modélisation de la fissuration par fatigue, quand on a une fissure longue, c'est-à-dire une fissure qui va se propager indépendamment de la microstructure et dont la propagation va être seulement liée au chargement extérieur, on va se placer souvent dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'on va traiter le cas d'une fissure dans un milieu élastique. Éventuellement, on peut accepter une certaine plasticité, mais celle-ci devra être confinée en point de fissure. Dans ce cas-là, on va suivre la propagation de la fissure et puis on va être amené souvent à la représenter dans des diagrammes de ce type-là où on va avoir DADN, A la taille de la fissure, N le nombre de la répétition de cycles imposés au matériau en fonction de delta K. K étant un facteur un peu particulier qu'on appelle le facteur d'intensité des contraintes et qui va décrire l'intensité de la singularité du champ de contrainte au voisinage de la pointe de la fissure.
Quand on va représenter finalement la vitesse de propagation du matériau dans ce type de diagramme, on observe pour beaucoup de matériaux métalliques, dans un diagramme log-log, un régime où on va avoir une évolution linéaire qu'on appelle abusivement le régime de Paris pour faire un lien avec finalement Paris qui a été le premier à proposer de décrire ce régime-là avec une loi dite livre de Paris. Alors la finalité quand on est dans ce cadre-là, ça va être de pouvoir prédire la trajectoire et la vitesse de la fissure, mais on ne va pas pouvoir être en mesure de décrire l'amorçage. L'autre périmètre, ça va être lorsqu'on a des fissures courtes, c'est-à-dire les premiers stades de la fissuration avant d'arriver à une fissure macroscopique. Dans ce cadre-là, la modélisation est un peu plus complexe, il n'y a pas vraiment de consensus. À l'ONERA, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la mécanique de l'endommagement. Alors l'objectif dans ce cadre-là n'est pas de décrire spécifiquement l'avancée de différentes fissures qui peuvent apparaître dans les premiers stades, mais plutôt de représenter le comportement mécanique effectif induit par la présence de ces fissures. Et donc, dans ce cas-là, on oublie chaque fissure individuellement, mais on va chercher à homogénéiser le milieu correspondant. Donc, nous allons voir là, au travers des applications qu'on va vous présenter, ce qu'on fait dans ces différents domaines, à la fois dans le domaine des fissures longues et dans le domaine des fissures courtes. Alors, on se propose de vous présenter 3 applications aéronautiques pour lesquelles on va caractériser les fissures à différentes échelles. La première sera de la fissuration en mode 2 dans un contexte de boîte de transmission d'hélicoptère. Ensuite, on va se rapprocher du front de fissure pour mener une approche plus locale, et ce dans un contexte de disque de turbine. Et enfin, on terminera sur de la microfissuration pour une ambiance plutôt fuselage. Alors, dans le contexte des boîtes de transmission d'hélicoptères, côté Airbus hélicoptère, on voit ici un module épicycloïdal dans lequel on retrouve différents satellites. Et puis sur chacune de ces bagues, à l'intérieur, on a des petits rouleaux qui vont passer comme ça de manière très répétée et qui vont venir user la piste au fur et à mesure. C'est ce qu'on va appeler de la fatigue par contact. Normalement, on peut récupérer il peut y arriver qu'il y ait des micro-fissures qui soient générées, et puis elles ressortent et génèrent un écaillage. Et ce qu'on veut absolument éviter, c'est que la fissure, elle plonge comme dans le scénario que vous voyez en bas, et qu'elle propage ainsi et peut mener à une défaillance assez catastrophique. Alors pour ça, il faut comprendre un petit peu les modes de fissuration. D'abord, on évoquera le mode 1, qui est un mode dit d'ouverture. Ensuite, le mode 2, qui est plutôt un mode de cisaillement plan. Et enfin, le mode 3, un mode de cisaillement antiplan. Donc, je ne vais pas parler ici. Ici, dans notre cas à nous, la fissure va se propager essentiellement dans sa partie rectiligne dans un mode 2, et puis en la fin, vers la courbure, on arrivera dans un mode mixte 1+2. Évidemment, on a cherché à essayer de caractériser ça et à reproduire ces chargements représentatifs, mais en laboratoire, c'est-à-dire de manière maîtrisée. Donc ici, on a utilisé une machine biaxiale, 4/1, avec une éprouvette cruciforme qui est entaillée, et en imposant au loin des efforts à la fois de compression statique pour représenter le problème et un chargement cyclique alterné traction-compression, on est capable de reproduire un mode 2 au cœur de l'éprouvette et avec des facteurs d'intensité des contraintes qui nous intéressent. Évidemment, ici, quand on fait ça, on a un mode 2 qui est sous compression, ce qui veut dire qu'on a du frottement des deux lèvres. Et ce qui est important, c'était de déterminer ce coefficient de frottement. Et on a fait ici d'une manière par approche inverse. Donc sur chacun des essais, par corrélation d'image, on est capable d'estimer le glissement des lèvres l'une par rapport aux autres. Et puis on va faire le jumeau numérique de ce problème-là. Et en faisant varier le paramètre, le coefficient de frottement, on va pouvoir l'estimer pour retrouver le même glissement. Donc on aura un coefficient de frottement apparent qui sera déterminé. Une fois qu'on fait ça, on est capable d'écrire donc une loi de Paris via un facteur d'intensité des contraintes qui est dit effectif, puisqu'il intègre cette fois-ci le frottement. Et avec ces différents essais, on peut ainsi construire toute une loi de Paris en mode 2. Donc comme vous pouvez le voir sur les essais, où à très faible niveau, on peut avoir d'autres mécanismes qui arrivent, tels que de la bifurcation et du branchement, etc.
Donc maintenant, on va essayer de se rapprocher un petit peu de la pointe de fissure. Alors ici, c'est dans un contexte disque de turbine, hein, côté Safran Aircraft Engine. Typiquement, on va faire des essais de mode 1, cette fois-ci, des essais de fissuration en mode 1. Et pour ça, comme on est un peu à haute température, on a en gros 2 grandes techniques pour mesurer la longueur de fissure. Alors soit la méthode dite du potentiel électrique, où on mesure les effets de la longueur de fissure au travers de sa résistance, l'impact sur la résistance, ou alors par corrélation d'image du numérique, mais Sylvia vous en parlera dans l'exposé prochain, juste qui suit. Alors, sur ces super-alliages-là, on a observé pas mal d'anomalies de fissures. En effet, quand on a de la mécanique linéaire de la rupture, on voudrait qu'on ait un front qui est plan, et ces alliages-là présentent pas mal de choses un petit peu plus complexes, telles qu'une courbure du front dès lors qu'on introduit un temps de maintien, de la tortuosité si ce temps de maintien dure très longtemps, hein, donc tous ces phénomènes-là sont à haute température, et tandis qu'à basse température, on a plutôt des problèmes de déversement qui peuvent opérer, donc un phénomène plutôt tridimensionnel de la surface rompue. Alors juste, je vais prendre le temps de m'attarder sur l'aspect de ces anomalies sur la mesure, et dans ce cadre-ci, la mesure électrique. Donc je ne vais pas parler de tortuosité, juste le cas de la courbure. Si on fait une transition entre un essai de temps de maintien à un essai de fatigue, on a une décélération de la propagation. Et si on fait le pendant numérique de ce problème-là, c'est-à-dire qu'on va faire propager la fissure et à chaque étape du maillage, on va faire un calcul de conduction électrique pour pouvoir comparer, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de décélération, mais c'est juste un dépliement du front qui est opéré. Et donc ça remettait en cause, c'est les simulations qui ont permis de remettre en cause des analyses qui étaient faites dans le passé. Alors, au niveau de la modélisation de la fissuration, ici, on a décidé d'utiliser une approche locale et plus spécifiquement de s'inscrire dans le cadre d'une modélisation en transition endommagement-rupture. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on va chercher à décrire les mécanismes d'endommagement qui interviennent ici en pointe de fissure, et puis à un moment donné, quand ces mécanismes deviennent très importants, on va insérer une fissure. Je ne vais pas ici expliciter les développements numériques nécessaires pour passer d'un endommagement continu à une fissuration discrète. Je vais plutôt me focaliser sur la méthodologie qu'on a employée pour construire notre modèle d'endommagement et tout ça en lien avec l'expérimentation. Donc pour ça, on va étudier différents types d'essais de manière à être représentative des conditions de sollicitation cyclique que l'on peut observer en vol sur un disque de turbine. Alors, pour faire ce travail-là, on s'est inscrit dans le cadre de la mécanique de l'endommagement. Donc, comme je l'ai explicité précédemment, on ne va pas chercher à décrire spécifiquement chaque fissure, chaque défaut, mais plutôt le comportement effectif résultant. Et souvent, on est amené à introduire une variable d'endommagement, D. Cette variable, quand elle est égale à 0, on considérera que le matériau est sain. Et quand elle est égale à 1, on va considérer que le matériau est complètement endommagé. Alors, pour construire ce modèle d'endommagement, on s'est appuyé sur différents types d'essais. Les premiers essais qui ont été réalisés sont des essais de fatigue, où on vient imposer une sollicitation sinusoïdale au matériau, et on vient suivre la propagation de fissures par la méthode du potentiel ou par imagerie. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir une évolution de la fissure, une vitesse de propagation qui va suivre plutôt bien le régime de Paris avec un front rectiligne. On observe seulement en fin d'essai un déversement antisymétrique, c'est-à-dire que la fissure, elle change de son plan de propagation. Et puis si maintenant on analyse les faciès de rupture, on voit des straits de fatigue qui sont caractéristiques, et puis on voit effectivement un peu de fissuration secondaire. À partir de ces observations, on va finalement proposer un modèle d'endommagement. Alors pour cela, on va s'inscrire dans le cadre de la thermodynamique des milieux continus et des processus irréversibles. C'est un peu technique, mais ça veut dire que l'on va définir une cinétique d'évolution de notre dommage qui va dériver d'un potentiel de dissipation.
Ici, comme on est dans le cadre de la fatigue, on va supposer que les forces motrices de notre endommagement sont liées à la plasticité et aux écrouissages. Et donc, on va, comme ça, définir une loi d'évolution pour notre dommage. Le second type d'essai qu'on a utilisé, c'est des essais avec fatigue temps de maintien. C'est-à-dire, c'est des essais où on va imposer un effort pendant un certain temps en température. La particularité de ces essais, c'est qu'ils sont censés être plus représentatifs des conditions que l'on peut avoir sur un disque de turbine en vol. Dans ce cas-là, à nouveau, on va suivre la propagation de la fissure. Et donc, ce qui a été observé, c'est qu'on a, au bout d'un certain temps, une courbure du front de fissure qui est très marquée. On ne voit pas de déversement de la fissure en fin d'essai. Et puis, c'est surtout que cette courbure du front de fissure va nous amener à une mauvaise estimation de la propagation de la fissure par des méthodes dites de la méthode du potentiel électrique. Si on regarde maintenant les faciès de rupture après essai, on voit à l'intérieur des grains des facettes qui sont caractéristiques d'un mécanisme de clivage. Et puis surtout, on voit des micro-fissurations au joint de grain qui correspondent typiquement à ce que l'on observe lorsqu'on va avoir des mécanismes de fluage, c'est-à-dire des mécanismes qui interviennent à haute température. Ces observations vont nous amener donc à introduire un nouveau type de mécanisme d'endommagement qui va être le mécanisme d'endommagement de fluage et qui va chercher à caractériser ces micro-fissurations au joint de grain. Enfin, pour répondre à la problématique du déversement, c'est-à-dire du changement du plan de fissuration lorsqu'on est dans des essais de fatigue, notamment à basse température, on a également étudié au niveau expérimental le comportement du matériau lorsqu'on va lui appliquer des chargements cycliques à fort niveau de plastification. Donc pour ça, on va utiliser différentes géométries d'éprouvettes pour étudier les effets de la triaxialité. Et un protocole expérimental a été mis en place de manière à pouvoir imposer un déplacement non linéaire, un incrément de déplacement non linéaire, de manière à rester sur une courbe enveloppe qui correspond à la courbe que l'on avait en monotone pour appliquer un faible nombre de cycles avec une forte plastification à chaque fois. Quand on fait l'analyse de ces essais, on observe beaucoup de particules rompues et puis des cupules qui sont typiques d'un endommagement ductile et qu'on a cherché aussi à retranscrire dans le modèle. Donc finalement, pas à pas, on a pu introduire des briques de modélisation directement en lien avec les expérimentations qui ont été mises en place. Finalement, moyennant différents développements numériques que je ne vais pas décrire ici, on est capable, par cette approche de transition endommagement-rupture, de simuler la propagation de fissures. Donc ici, vous en avez une illustration dans le cas d'un essai de fatigue, où on voit progressivement l'endommagement, puis l'insertion de la fissure. Et ce qui est intéressant ici, dans cet exemple-là, c'est qu'on retrouve parfaitement le régime de Paris qu'on est censé retrouver dans ce cas-là. Ces applications-là ont pu se faire également pour des chargements avec temps de maintien. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le passage en 3D pour vraiment être en mesure de retranscrire la courbure du front telle qu'on a pu l'observer expérimentalement. Alors, on a évoqué les fissures, les grandes fissures à des grandes échelles. On a évoqué les grandes fissures à des échelles plus locales. Et puis maintenant, on va essayer d'évoquer un petit peu les petites fissures à petite échelle. Donc ici, on est dans un contexte de pointe avant d'avion. Donc ces pièces sont réalisées en alliage d'aluminium fourni par Constellium pour Airbus. Et ces alliages-là, ils sont connus pour présenter des phases intermétalliques qui sont très préjudiciables. Et le fuselage, quant à lui, il est un des points dimensionnants, c'est l'amorçage macroscopique. Donc c'est ce qu'on va essayer d'adresser ici. Et pour aller vers ces très fines échelles, souvent, on fait de la microscopie électronique à balayage. Alors, soit on fait des essais in situ, ce qui est
parfois un peu plus compliqué pour faire de la fatigue, ou alors on fait comme ici des essais interrompus, c'est-à-dire que l'éprouvette elle est dimensionnée pour pouvoir être montée sur une machine d'essai, comme vous le voyez ici, avec toute une instrumentation, et puis à l'aide d'un mets-plat qui est préparé, poli, on peut interrompre régulièrement l'essai pour pouvoir emmener l'éprouvette dans la chambre du microscope. Et avant de faire cela, on va cartographier finement ce mets-plat et obtenir les orientations cristallines. On va rechercher toutes les phases intermétalliques qu'on peut suivre à la surface, et puis on va régulièrement venir voir tous les N cycles si la phase a rompu et si la propagation de fissures se fait dans le grain adjacent. Alors pour modéliser ça, Manon Langlais, qui va bientôt soutenir, s'est placée dans un cadre un peu particulier. Donc, étant donné que l'intermétallique qui va se fissurer à l'intérieur d'un grain, la description du comportement nécessite de décrire le comportement à cette échelle-là. Donc c'est ce qu'on appelle développer ou utiliser des modèles de type de plasticité cristalline où on va décrire le comportement à l'échelle des systèmes de glissement. Pour faire ça, effectivement, on va être amené à définir les paramètres matériaux associés pour décrire le comportement du grain. Et donc, pour être en mesure de valider les identifications correspondantes, elle a réalisé des calculs ensuite sur un ensemble de grains qui vont être statistiquement représentatifs en termes de taille et d'orientation. Et elle vérifie que quand elle va homogénéiser le comportement sur cet ensemble de grains, elle retrouve bien le comportement macroscopique du matériau qui a été caractérisé au préalable. Donc, une fois qu'elle connaît le comportement dans chaque grain, elle va pouvoir avancer pour décrire la fissuration à partir de ces intermétalliques dans les grains. Alors, pour ça, elle va traiter son problème en deux temps, avec une approche globale et une approche locale. L'approche globale consiste à mimer l'essai de fatigue en utilisant la cartographie 2D des orientations et de taille de ces grains, de reconstruire une microstructure 3D. Et sur cette microstructure 3D, qui va respecter exactement ce qu'elle voit en surface, elle va réaliser des calculs cycliques pour obtenir les champs mécaniques locaux. Une fois qu'elle a obtenu les champs mécaniques locaux, elle va venir zoomer dans les zones où elle a pu repérer ces intermétalliques. Donc c'est ce qui est représenté ici, où on va avoir un zoom d'une zone, où cette fois elle va introduire son intermétallique rompu, tel qu'elle a pu l'observer expérimentalement. Les conditions et limites qu'elle va imposer sur ce calcul local viennent des résultats obtenus sur l'approche globale. Donc à ce stade-là, elle est capable d'avoir un modèle plus précis localement avec son intermétallique qui est présent. Ensuite, elle va s'intéresser au processus de fissuration à partir de cet intermétallique. Pour ça, elle va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs de fatigue. Tout simplement, ce sont des éléments qui sont utilisés pour définir les forces motrices de l'endommagement ou les forces motrices de la fissuration. Donc elle va utiliser différents indicateurs de fatigue qui viennent ou de la littérature ou qu'elle propose elle-même. Et donc sur le front de fissure ici, elle va considérer différents points de contrôle et sur ces différents points de contrôle, elle va analyser l'orientation préférentielle de la fissure et aussi l'intensité. Donc ici, vous en avez une illustration où sur un point de contrôle, on vient, à partir de différents indicateurs, essayer de trouver la direction de la fissure. Et puis, un autre point qui va être important, ça va être de dire de quel est l'incrément de fissuration que l'on va utiliser. Et donc là, à nouveau, elle va analyser différentes choses et elle a constaté que l'incrément qui était le plus pertinent, c'était un incrément lié à la déformation plastique cumulée sur le front de fissure. Et donc à partir de ces deux informations, l'orientation et l'incrément, elle va insérer une nouvelle fissure via Z-Trax, elle va remailler et faire un transfert des champs mécaniques.
Elle va pouvoir appliquer cette stratégie à différents instants, de manière répétitive, et puis comme ça être en mesure de suivre la propagation de la fissure à partir de son intermétallique. Si elle compare maintenant la direction de fissuration à partir de son intermétallique obtenue numériquement par rapport à ses observations expérimentales, elle a pu montrer qu'elle obtenait un bon accord. Donc avec ce résultat très intéressant, on va clore un petit peu notre panorama sur la modélisation de la fissuration à différentes échelles, puisque là on est revenu à l'échelle de la fissure courte et des prémices du processus de fissuration, en vous donnant quelques perspectives à tous ces travaux. Alors, pour ce qui est des perspectives du côté des fissures longues, il y a un élément qui est parfois oublié et qui devient de plus en plus difficile à omettre, c'est l'environnement chimique. Alors évidemment, avec l'avion à hydrogène, on peut penser à la fragilisation et les aspects corrosion, mais également dans ce qui vous a été présenté tout à l'heure, le problème des boîtes de transmission, c'est-à-dire quand même tout ça baigne dans l'huile, et donc aujourd'hui, on a réalisé maintenant des essais qui sont 7 fois sous huile pour prendre en compte cet effet-là, notamment sur le frottement et sur la vitesse de propagation. Bien sûr, dans les perspectives vis-à-vis toujours de cette thématique-là, il y a pas mal de choses qui nous intéressent autour de la bifurcation, du branchement, des effets de contrainte transverse qui restent également à creuser. Et puis, côté transition, endommagement, rupture, on a évoqué tout à l'heure l'extension à la 3D qui pour nous, est cruciale. Et évidemment, on pourrait aussi se poser la question d'avoir une approche plutôt champ de phase pour ce domaine-là, même si on trouve assez peu de littérature dans le contexte fatigue pour l'instant. Alors sur le volet plutôt fissure courte, à nouveau plusieurs perspectives, dont certaines vont être traitées dans des thèses en cours. On a notamment Marie Bouix qui a démarré une thèse sur la problématique des fissures courtes dans les superalliages base-nickel, où elle va s'intéresser typiquement à l'effet de taille de grain et puis à cette notion d'amorçage sur défaut artificiel ou naturel. On se pose aussi pas mal de questions autour de la compétition entre amorçage en surface et dans le volume. Bien évidemment, il faut enrichir les modélisations. On a évoqué ici des outils pour essayer de définir une orientation, une intensité de fissure à partir d'intermétalliques. Mais pour d'autres matériaux, ce type de considérations ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, il faut enrichir ce volet-là. Et tout ça en s'appuyant sur des essais à l'échelle de la microstructure. Et notamment, on a maintenant des moyens expérimentaux au synchrotron très prometteurs qui permettent, en couplant les techniques et les dépouillements, en fait, les analyses, de peut-être être en mesure de remonter au premier stade de la fissuration. Et c'est un des volets que va chercher à explorer Aldo Marano dans son ANR Jeune chercheur. Donc merci pour votre attention. Et puis on souhaitait remercier plusieurs personnes, notamment les doctorants dont les travaux ont été présentés aujourd'hui, et puis les différents collègues qui ont pu intervenir dans ces travaux. Bonjour à tous. Donc avec Frédéric, nous allons vous parler de méthodologie de détection de fissures et en particulier d'application aux matériaux composites. Donc, comme Pascal et Vincent vous l'ont déjà expliqué, nous travaillons à l'ONERA à aider au bon dimensionnement des structures aéronautiques et en particulier, on souhaite proposer des modèles qui sont prédictifs et qui seront identifiés à partir d'essais. Et puisqu'on parle de modèles de fissuration, eh bien, il nous faut des méthodologies pour détecter les fissures pendant les essais, notamment grâce aux images. Donc, je vais commencer cet exposé en vous parlant des méthodologies de manière générale pour la détection de fissures. Je vais vous présenter nos objectifs à nous, la démarche générale quand on veut faire la détection de fissures, et je vous expliquerai les grands principes pour chaque étape. Et après, je vous présenterai quelques illustrations et je laisserai la parole à Frédéric pour la détection dans les composites. Donc, nous souhaitons développer des méthodologies de détection de fissures qui soient génériques. Donc, on ne veut absolument pas mettre d'hypothèse sur le comportement du matériau parce qu'on veut que ces données puissent servir aux modélisateurs pour aller développer des modèles dans des cadres un peu moins étudiés
comme l'amorçage ou les grandes transformations. Et par contre, dans le domaine de la mécanique linéaire élastique de la rupture, qui est le domaine de Véronique, on va se servir des travaux existants pour s'assurer que nous sommes bien prédictifs, que nous sommes bien cohérents. Notre particularité également, c'est qu'on va exploiter des algorithmes de corrélation d'images particuliers par rapport à ce qui est fait dans nos collègues dans le milieu de la mécanique. Et tout ça va nous amener à développer des méthodes empiriques qui sont d'abord développées à partir d'images d'essai qui sont fournies par Vincent Bonan et Didier Pacou sur des métaux. Et comme ce sont des méthodes génériques, on peut ensuite appliquer ces méthodes au composite. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on veut détecter des fissures à partir d'images d'essai, on commence par calculer un champ de déplacement. À partir de ce champ, on va détecter où sont localisées les déformations, donc au niveau de la fissure, et après, on a plusieurs possibilités suivant le cadre d'application. Par exemple, moi je vais vous parler de détermination de pointe de fissure. Frédéric va évoquer le calcul des densités de fissure pour les composites, et ensuite, on peut également vouloir calculer des facteurs d'intensité de contrainte, comme a déjà commencé à l'évoquer Pascal et Vincent, ou comme va le faire Véronique. Donc moi, je vais me concentrer sur ces trois briques en vous présentant les travaux de l'ONERA et en les situant par rapport à la littérature. Donc commençons par le calcul du champ de déplacement. D'une manière générale, ce qu'on va faire, c'est suivre des niveaux de grille. Je vais illustrer ça sur des images qui ont été prises lors d'un essai cyclique sur cette plaque d'acier avec une entaille et un trou. Donc l'idée, ça va être de repérer une texture, là, comme vous le voyez dans ce carré. Donc on va le repérer sur une image de référence en début d'essai qui est centrée par exemple en une position X. Et on va essayer de retrouver ce motif sur l'image déformée et ça va nous donner le déplacement en ce point. Pour formaliser tout ça d'une manière mathématique, on utilise en fait des procédures de minimisation sur des intégrales qui portent sur deux termes. Le premier terme à gauche, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est la fonction sur l'écart entre les niveaux de grille. Et puis on peut rajouter un second terme à droite qui est là pour pénaliser certaines caractéristiques du champ de déplacement suivant les différents algorithmes. Ce qui va également différencier les algorithmes de corrélation d'images, ça va être la manière de discrétiser le champ de déplacement et le domaine sur lequel on fait cette intégrale. Donc je vais vous illustrer ça sur trois grandes familles d'algorithmes. Dans la colonne tout à gauche, on commence par les méthodes locales qui ont été les premières à être développées et on va minimiser le carré de la différence sur des petites fenêtres dont on choisit la taille. Et donc on va avoir une discrétisation des déplacements suivant une base pixel. C'est une méthode qui est très intéressante parce que toutes les minimisations se font de manière indépendante pour les fenêtres et donc on peut facilement paralléliser tout ça et obtenir des algorithmes très performants. Pour autant, en mécanique, on s'intéresse souvent plus à la méthode globale avec base élément fini, où on va venir faire cette minimisation, non pas sur une base pixel, mais sur une base élément fini, où les déplacements sont les inconnus, au nœud du maillage qui est représenté ici au centre. Et on peut, si on connaît bien le comportement, ou si on a des hypothèses mécaniques fortes, les introduire dans la fonction de pénalisation qui est en gris. Alors, en général, c'est beaucoup des bases éléments finis. Après, on peut avoir d'autres bases comme les B-splines, les fonctions analytiques, etc. Dernière catégorie, celle qui nous intéresse particulièrement à l'ONERA, ça va être la méthode globale avec pénalisation des gradients. Alors ça, c'est une méthode qui vient plutôt du domaine de la vision par ordinateur, où on va utiliser une base pixel, donc on va résoudre le problème pour tous les pixels de l'image en même temps, et on va venir rajouter une pénalisation sur les gradients des déplacements. Et cette méthode-là nous intéresse particulièrement parce qu'elle nous permet d'avoir une très bonne discrétisation des déplacements au niveau de la fissure. Donc là, c'est par exemple un résultat qui a été obtenu avec le logiciel DeepFlow qui est développé à l'INRIA. Vous voyez la différence par rapport à la méthode globale avec base élément fini où les champs sont plus continus, ce qui peut être également très intéressant pour d'autres applications, donc dans la colonne du milieu. Mais où du coup, quand on fait de la fissure, on va avoir des déplacements qui sont étalés, lissés au niveau de la fissure, mais on peut également utiliser cette caractéristique, comme je vais vous le montrer par la suite, pour retrouver la fissure. Et puis dans la colonne tout à fait de gauche, vous avez des résultats avec la méthode locale, ici avec le logiciel Folkide qui est également développé à l'ONERA, alors que donc dans la colonne du milieu, c'était obtenu avec le logiciel ViewFreckles, développé par Julien Rétoré au GEM Nantes. Donc avec la méthode locale tout à fait à gauche,
Suivant qu'on utilise des grandes fenêtres en haut ou des petites fenêtres en bas, vous voyez qu'on partage les caractéristiques des deux autres méthodes, soit un champ qui est plutôt étalé au niveau de la fissure pour les grandes fenêtres en haut, ou une discrétisation un peu plus précise de la fissure avec des petites fenêtres, mais aussi plus de bruit en bas. Donc, je vais surtout me concentrer du coup pour la suite sur les deux méthodes globales, puisque la première partage les caractéristiques des deux autres. Donc une fois qu'on a un champ de déplacement, on peut s'en servir pour détecter où sont les fissures grâce à la localisation des déformations. Et on ne va pas utiliser les mêmes outils suivant les algorithmes qu'on a choisis au départ. Donc par exemple, si on est parti sur une méthode globale à base éléments finis, on va utiliser l'erreur de corrélation. L'erreur de corrélation elle est obtenue en faisant la différence des niveaux de gris entre l'image déformée et l'image initiale qu'on a déformée avec les déplacements calculés. Et comme ces déplacements ils sont continus le long de la fissure, et on a une erreur plus importante là où il y a la fissure, ce qui nous permet de la repérer. Si on a déjà en revanche des déplacements qui sont bien discrétisés au niveau de la fissure, on peut directement utiliser le gradient des déplacements. Alors là en particulier, ce qu'on peut faire, c'est les calculer par différence finie à chaque pixel par rapport au pixel voisin. Et pour pouvoir avoir un champ scalaire facile à exploiter qui ne dépend pas de l'orientation du chargement, on a proposé de considérer le maximum de ces 4 composantes, ce qui nous donne ce type de carte où on repère très bien la fissure. Dans tous les cas, il ne suffit pas de repérer visuellement où est la fissure. Pour pouvoir l'exploiter, il faut pouvoir la discrétiser. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discrétisation qui sont faites à la main, alors que c'est une opération fastidieuse et qu'il est très simple d'obtenir des discrétisations automatiques en faisant une simple approximation linéaire et ensuite en recalant les différents points sur la fissure. Ça, c'est pour des cas simples où il n'y a qu'une seule fissure, c'est très peu coûteux. Après, si on est dans des cas un peu plus complexes, où il y a par exemple un branchement, où on veut capturer une surface en 3D, là, il y a des algorithmes plus avancés et plus coûteux, comme le Marching Regis, qu'on a utilisé pour la transition endommagement-fissure dans les simulations précédentes. Mais dans la plupart des cas, un algorithme simple de recalage à partir d'une approximation linéaire suffit, et c'est ce qu'on met à disposition dans notre plateforme de dialogue essai modèle calcul Escale, parce que c'est une méthode suffisamment générique qui est valable quel que soit le champ de départ, erreur ou gradient. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a travaillé avec Julien Rétoré pour brancher YouFreckles à cette plateforme et obtenir, par exemple, à partir d'un champ d'erreur calculé avec YouFreckles, on va utiliser les méthodes qui sont mises à disposition par l'ONERA pour calculer le chemin de fissure discrétisé que vous voyez ici. Et après, on peut imaginer repartir de ce chemin de fissure, repartir dans YouFreckles et calculer les facteurs d'intensité de contrainte. Mais je ne vous parlerai pas de ça pour aujourd'hui, je vais vous parler de détermination de pointe de fissure, parce qu'une fois qu'on a déterminé ce chemin, ça ne veut pas dire que le dernier point, c'est la pointe de fissure. Il faut encore rechercher où se trouve la pointe de fissure le long de ce chemin. Donc, encore une fois, vous avez différentes méthodes possibles, ça dépend du cas d'utilisation. Soit vous êtes dans le cadre de la mécanique linéaire élastique de la rupture, ou alors vous êtes dans un cadre plus général. Dans le cadre de la mécanique linéaire élastique de la rupture, il y a des méthodes qui ont été proposées pour trouver la pointe de fissure en projetant les champs de déplacement sur des bases analytiques correspondantes. Ça vous permet de trouver une position de pointe équivalente, qui est la position réelle si vous êtes bien dans la mécanique linéaire élastique de la rupture, si toutes les hypothèses sont bien respectées. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans ce cas-là, il faut enlever toute la partie ici en noir où vous êtes proche de la fissure, où vous avez potentiellement de la plasticité confinée en pointe de fissure. Dans le cadre plus général, on a proposé une autre méthode qui va s'appuyer sur l'information inverse. On va venir s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la fissure et au-devant de la pointe de la fissure, et grâce à un critère empirique, trouver où se positionne la pointe de fissure. Donc notre idée, c'est de se dire que cette pointe de fissure qu'on recherche, c'est la transition entre une zone où on a une forte localisation, comme vous voyez en bleu là sur la carte des gradients, et une zone où vous avez des champs qui sont plutôt homogènes de l'autre côté. Pour repérer ce point, on va s'intéresser à l'écart type sur les gradients que vous voyez ici. Et donc on va évaluer cet écart type dans différentes fenêtres, enfin dans des fenêtres de différentes tailles, peu importe la taille. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on parcourt ce chemin, on va avoir au début des forts écarts types, et puis après, à la fin, on va avoir des faibles écarts types plutôt constants. Donc on va se servir de cette transition pour repérer la pointe de fissure dans le cas général. Je vous illustre ce que ça donne dans le premier cas que je vous ai montré, la plaque d'acier trouée avec chargement cyclique.
Ce qu'il faut voir ici, ce qu'il faut comparer, c'est la position horizontale mesurée par différence de potentiel en bleu. C'est la seule information que vous n'avez pas la position verticale. Et le critère empirique qui est donné ici par le point rouge. Au début, on a une bonne correspondance, parce qu'on est dans le bon domaine d'application de la méthode par différence de potentiel, mais ensuite, cette méthode en bleu, elle va surestimer la position de la pointe de fissure, alors qu'on voit que quand on est en grande transformation, on arrive bien à la capturer grâce au critère empirique. Alors ici, j'ai également mis pour comparaison le résultat du Hugh-Freckles, mais qui ici est employé hors cadre d'utilisation normal, puisque à la fin, on se trouve hors mécanique linéaire élastique de la rupture. Si on se replace bien dans ce cadre, par exemple ici avec un essai sur du PMMA, chargé en quasi-statique, on voit une bonne correspondance entre le critère empirique en rouge et Hugh-Freckles en bleu, ce qui valide bien notre critère dans ce cadre plus étudié. Voilà. Et maintenant, on travaille actuellement à étendre ces méthodes dans d'autres cadres, ici l'amorçage, où moyennant quelques modifications, on arrive à capturer des micro-fissures qui vont croître et coalescer pour former une macro-fissure. Je laisse maintenant la parole à Frédéric pour vous parler de calcul densité de fissure. Donc bonjour à tous, merci Sylvia. Je vais donc à présent vous parler de... C'est les mots-clés qui ont été évoqués en début de matinée, hein, multifissuration, matériaux hétérogènes. On va typiquement parler de ça dans la dernière partie de l'exposé, en venant considérer ce qui se passe pour des matériaux composites. Alors, matériaux composites, on va parler ici de matériaux composites haute performance pour l'aéronautique. Donc jusqu'à présent, ce que vous a présenté Sylvia, c'était l'application de la corrélation d'image pour suivre une grande fissure dans un matériau métallique. Ici, maintenant, on va plutôt s'attarder aux matériaux composites, matériaux hétérogènes, avec une architecture forte, qui va venir piloter la fissuration. Donc cette fois-ci, l'orientation de la fissure est vraiment piégée par l'architecture du matériau. Et comme vous le voyez ici, dans un composite stratifié, donc constitué de plusieurs plis, chaque pli a une orientation de fibres différente. Vous voyez, pour les différentes couleurs, les différents plis, on voit plein de fissures qui sont piégées et qui restent confinées à l'intérieur de chacun des plis. Et on a une multifissuration qui apparaît. Donc le mot-clé ici, c'est vraiment suivre l'évolution de la densité de fissures, donc le nombre de fissures, adimensionné par une longueur caractéristique qu'on va définir. Et on va essayer de suivre ça en fonction du chargement. Alors pourquoi on s'intéresse à cette quantité-là ? C'est une quantité qui est vraiment utilisée aujourd'hui dans les modèles d'endommagement qu'on peut rencontrer dans la littérature. C'est tellement utilisé qu'il y a eu un exercice international, le World Wide Failure Exercise, centré autour de l'endommagement, au sein duquel on avait un certain nombre de cas tests à venir prévoir en aveugle. Donc l'ONERA a participé à cet exercice-là avec son modèle et a essayé de prévoir l'évolution de la densité de fissures dans différents plis, pour différentes stratifications, sous différentes conditions de chargement. Alors ça, c'est d'un point de vue académique extrêmement intéressant, mais ça le devient aussi d'un point de vue industriel, en particulier avec le développement des réservoirs hydrogène cryogéniques, où en fait le dimensionnement du réservoir va être la fuite, et cette fuite-là est intimement liée à la fissuration de chacun des plis. Donc ça devient un critère dimensionnant, et on ne s'intéresse pas que à la rupture. Et donc ces modèles-là, ces modèles d'endommagement, il va falloir les nourrir pour les identifier et venir les valider. Et pour ça, on va avoir besoin d'une méthode de comptage automatique de densité de fissure. Pour donner un ordre de grandeur, Stacy Patty, qui a utilisé cette méthode dans sa thèse sur la fatigue, a compté, alors elle s'est amusée à le compter, 100 000 fibres sur 100 000 fissures dans sa thèse sur un grand nombre de cas de chargement. Vous imaginez bien que du coup, optiquement, c'est absolument pas viable de venir faire ce type d'études expérimentales. Donc il nous faut une méthode automatisée et robuste pour aller détecter les fissures dans les matériaux composites. Alors du coup, j'ai pris deux exemples ici de matériaux composites de différentes générations. L'AS4 8552, qui est un matériau d'ancienne génération, utilisé beaucoup dans l'aéronautique et toujours utilisé, notamment par le groupe Safran, où on a un peu une microstructure d'école. Vous voyez bien ici les différentes couleurs avec les différentes orientations de plis. Plis à 0 degré en blanc, 90 degrés et plus ou moins 45. Donc optiquement, si on zoome fort, on va arriver à venir suivre les fissures. Pas besoin de méthode automatisée, mais après il faut compter un grand nombre de fissures, donc ça devient vite pénible. Et je vous montre un matériau ici plus récent, le T721, qui est utilisé dans l'Airbus A380, où on vient rajouter des nodules thermoplastiques pour doper le taux de restitution d'énergie et retarder le délaminage en cas d'impact. Et là, vous voyez que la microstructure devient extrêmement complexe. Il n'y a aucune fissure là-dedans, mais on voit des rivières de matrice dues à l'introduction des petits nodules. Et aller détecter optiquement des fissures, ça devient très vite très compliqué. D'où la nécessité d'avoir une méthode de détection automatisée.
Alors pour la détection, d'abord, il faut commencer par l'acquisition. Et là, on arrive sur une problématique qui est, on veut une bonne résolution pour aller attraper des petites fissures de l'ordre de l'épaisseur d'un pli, à peu près 0,1 mm. Et on doit faire ça sur une très grande distance, puisqu'on veut être statistiquement représentatif pour estimer une densité de fissure. Donc on veut avoir la densité de fissure sur une longueur d'environ 80 mm, tout en ayant une résolution qui soit inférieure à 5 microns pour venir voir chacune des fibres. Donc pour ça, l'idée, c'est de monter un microscope sur une table 3 axes et, pendant l'essai, de venir balayer le champ de l'éprouvette, prendre plusieurs images. Ensuite, dû à un recouvrement entre chaque image, on peut venir reconstruire l'image complète. Et donc, on a bien le compromis entre forte résolution et grande longueur. Alors ici, vous avez, avec le vrai ratio, le ratio épaisseur sur longueur, de l'image qu'on va venir traiter pour venir compter les fissures à l'intérieur. Alors les fissures, dans le cas présent, elles vont avoir l'épaisseur du pli. Par contre, je vous montrerai en perspective qu'on peut aller vers des carbones thermoplastiques, où là, on a des toutes petites fissures bien réparties dans le matériau, dû à un très fort taux de restitution d'énergie critique en pointe de fissure, à cause de la plasticité de la matrice essentiellement. Et là aussi, on va essayer d'aller attraper ces fissures avec ce type de méthodologie, sous chargement quasi-statique, c'est ce que je présente aujourd'hui, mais on l'a aussi appliqué en fatigue. Même si on entend beaucoup, les composites fatiguent moins que les métalliques, ils fatiguent quand même, donc il faut aller caractériser leur comportement. Donc là, je vous donne juste un exemple. Vous voyez le matériau à l'état sain, et ensuite le matériau qui commence à fissurer. Alors à l'œil, c'est pas évident d'aller détecter les fissures. Pour un expert, on les voit assez vite, mais c'est assez fastidieux. Et là, c'est une image juste avant la rupture, la dernière image du bas, où vous voyez un grand nombre de fissures à l'intérieur. Alors cette évolution de la densité de fissures, on peut aussi la suivre par émission acoustique. On entend les fissures. Certains d'entre vous ont entendu la chaise casser tout à l'heure, donc c'est un processus qui marche très bien pour suivre la fissuration, et on peut suivre les fissures avec. Du coup, à partir de la corrélation d'images, Sylvia a expliqué tout le principe, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus. On va venir comparer l'image de référence avec l'image à traiter, et on va estimer le champ de déplacement qui permet de passer d'une image à l'autre. Et là, vous voyez apparaître les discontinuités du champ de déplacement, et on voit les fissures apparaître à cet endroit-là. Et ça, on le fait avec le logiciel DeepFlow qu'a présenté Sylvia précédemment. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller attraper ces petites fissures, et pour ça, on va regarder les discontinuités de déplacement. D'un point de vue pratique, en fait, on va calculer le gradient de déplacement et venir analyser les surdéformations qui arrivent à l'endroit où il y a la fissure. Donc là, dans le cas de stratifié, ici, c'était un 0,90, un stratifié croisé. On a pris une photo sous charge à un bas niveau, il n'y a pas d'endommagement. Pour un niveau un peu plus fort, il y a une fissure qui apparaît par là-bas. Si on regarde le champ de déplacement, on voit la discontinuité. Et en traçant la surdéformation due à ce champ-là, on peut facilement détecter la fissure. Et on peut faire ça pour différents niveaux de chargement au cours de l'essai et venir, du coup, tracer l'évolution de la densité de fissure. Le seuil de détection ici est quasiment indépendant de l'utilisateur, tellement la surdéformation est importante au regard de la déformation moyenne. Donc c'est un processus qui est assez robuste. Ici, je vous montre une petite animation où on voit l'évolution de la densité de fissure dans les différents plis pour deux stratifiés croisés, donc uniquement des plis à 0,90. C'est un cas académique. Alors on a fait exprès, le cas le plus simple, c'est le cas en bas, où on a des plis très épais avec des fissures qui s'ouvrent beaucoup. On détecte bien les fissures et on peut tracer l'évolution de la densité de fissure. Et puis sur un cas plus difficile, avec des plis plus fins, où on a fait exprès de mal polir, je précise, l'idée c'était de voir jusqu'où on peut aller avec ce type de méthodologie. Et même une éprouvette polie de manière grossière, comme on fait que des différences d'images entre les différents états sain et état fissuré, on arrive à bien détecter la fissuration. Et on retrouve un résultat qui est assez classique dans la littérature, où on a plus le pli est épais, plus il fissure tôt, et plus la densité de fissure augmente vite, d'où la tendance actuelle d'utiliser des plis ultra fins, en particulier pour les réservoirs hydrogène cryogéniques. Je vous présentais différents types de microstructures pour montrer l'applicabilité de la méthode sur l'ensemble des composites aujourd'hui qui sont considérés dans l'industrie aéronautique civile et militaire. On l'a appliqué donc sur la S7 8552 que vous avez vu précédemment, mais aussi sur le T721 avec la microstructure qui est quand même assez complexe. On arrive très bien à voir les fissures, y compris dans les plis à 45 degrés. C'est des fissures en mode 2, donc optiquement, elles ne s'ouvrent pas du tout. Et là, par discontinuité du champ de déplacement, on les attrape bien. Et puis dans un matériau qui est l'IMA M21EV, qui est vraiment le matériau actuel du Falcon 6X et de l'A350, par exemple. Donc vraiment un matériau d'intérêt industriel.
L'ensemble de cette procédure a été jugé suffisamment robuste par Safran pour être intégré. Donc aujourd'hui, à Safran Composite, ils utilisent vraiment toute la méthode d'acquisition, le microscope 3 axes que je vous ai présenté, mais également la méthode de traitement pour estimer l'évolution de la densité de fissure. Donc là, on a un exemple de transfert de méthodologie expérimentale vers l'industrie. On parle souvent des logiciels qui sont transférés de l'ONERA vers l'industrie, mais il y a aussi les protocoles expérimentaux. Une des points clés qui a été évoqué lors de ce transfert-là, c'est les fameux faux négatifs. Est-ce que quand je détecte une fissure, je suis sûr que c'est une fissure ? Puisqu'il peut arriver, et j'ai mis ici un exemple, lorsque la fissure apparaît, j'ai une fibre qui saute, ça fait un débris, et dans le logiciel, c'est détecté comme une fissure. Mais en fait, là, à nouveau, on s'est retourné vers la mécanique en disant que quand il y a une fissure, elle vient perturber localement le champ de déformation, et ça, on peut venir le mesurer par la corrélation d'image. Donc vous voyez ici, sur cette image, le champ de déformation mesuré par DeepFlow. On est venu faire un calcul élément fini dans Z7 en intégrant la fissure, et on peut venir comparer le pattern. Alors, finalement, les valeurs importent peu, c'est le faciès de déformation aux alentours de la fissure, et comment la fissure vient décharger le matériau qui est utilisé, pour dire si, en effet, on a détecté une fissure, ou si c'est un artefact. Donc là, je vous ai présenté ce qu'on a fait sur les composites, et je vais rapidement présenter une conclusion sur les matériaux composites, en insistant sur leur spécificité, et ensuite Sylvia conclura sur les applications autour des matériaux métalliques et même de manière un peu plus générale sur l'usage de la corrélation d'image pour détecter les fissures. Donc sur les matériaux composites, je vous ai présenté une méthode pour détecter la densité de fissures, alors y compris dans les plis à 45 degrés, ce qui est très rarement fait dans la littérature, et du coup on est pas mal sollicité pour des partenariats pour nourrir des modèles d'endommagement, soit qu'on développe, soit co-développés avec des partenaires. Et là, l'idée maintenant, c'est d'appliquer ça à d'autres types de matériaux. Alors, notamment les matériaux thermoplastiques, sur lesquels il y a beaucoup d'activités de par leur aspect recyclabilité, les possibilités de soudage qu'elles offrent pour des pièces composites. Sauf que on a des toutes petites fissures, donc ça va être encore plus dur de les détecter. Et typiquement, on a appliqué cette méthode et ça fonctionne bien du moment qu'on a une résolution suffisante. Et on voit à nouveau le potentiel de ces matériaux pour les réservoirs cryogéniques, où ça va être plus dur d'avoir un point de fuite si on a non pas des grandes fissures qui se croisent, mais plein de petites fissures diffuses. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est aussi l'usage de la corrélation d'image pour le suivi, alors un peu comme a montré Sylvia, de macro-fissures dans un tissé 3D, matériau développé par Safran pour l'UpFan. On veut être capable cette fois-ci d'aller jusqu'à la rupture, prévoir la rupture des torrents de fibres. Et pour ça, il va falloir alimenter les modèles. On s'est orienté vers des modèles type non local ou face field, où il va nous falloir le taux de restitution d'énergie critique, mais aussi la longueur interne. Et cette longueur interne-là, elle est liée à l'architecture du matériau. Et pour ça, on a essayé d'exploiter l'effet d'échelle dans la thèse de Victor Meadow, en testant des éprouvettes compact tension de différentes tailles, et en analysant l'ensemble de la base de données, arriver à identifier et la longueur interne et le taux de restitution d'énergie critique, avec un protocole qui, à nouveau, est transférable à Safran. Et depuis, je crois qu'ils ont fait 500 essais sur différents types de matériaux pour démontrer que la méthodologie était pertinente. Donc on voit un autre exemple d'application de la corrélation d'image pour suivre la fissuration dans toujours des matériaux composites haute performance. Donc on a vu multifissuration dans les composites, matériaux hétérogènes qui va venir piloter l'orientation de la microstructure. Et je sais que c'est des points qui vont être réabordés un peu plus tard par Véronique Lazarus. Voilà. Sylvia, je te laisse le mot de la fin. Merci. Donc, d'un point de vue général, pour la détection de fissures, on a vu qu'on était capable de détecter des déformations et donc des fissures pour les phases d'amorçage et de propagation, même en grande transformation. Donc, on a déjà pas mal de travaux là-dessus en post-traitement. Et maintenant, on s'intéresse à essayer de détecter tout ça en temps réel. Et ça devient vraiment très intéressant parce que ça nous amène à remettre en question la définition de fissures, surtout quand on a des très petites fissures, à faire intervenir des notions de permanence dans le temps. Et ça nous pousse aussi à faire des observations complémentaires au MEP pour aller chercher plus loin vraiment quels sont les mécanismes à l'origine de cette fissuration. Je vous remercie pour votre attention. Merci à l'ONERA pour l'accueil, merci pour les exposés d'introduction qui étaient bien intéressants. Alors je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet. J'ai intitulé mon exposé comme ça parce que depuis le début de ma carrière, je cherche à mieux prévoir la propagation de fissures. Alors j'ai d'abord abordé le problème d'un point de vue théorique,
Puis, au fil de mon parcours, et notamment grâce à mon passage au laboratoire FAST, j'ai continué, enfin j'y ai apporté, j'ai enrichi mes approches par des approches numériques et expérimentales, et j'ai pu donner une coloration plus physique. Alors les domaines d'application vont de l'ingénierie à la science des matériaux. J'ai aussi eu quelques applications en sciences de la Terre. Alors ce que vous voyez sur l'écran, là je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est des fissures de rétraction qui apparaissent lors du séchage de suspension colloïdale. Alors je pense qu'il y a peut-être des moyens de jeter des ponts avec ce qu'on a vu sur les composites tout à l'heure. Alors j'ai poursuivi le titre de mon exposé en rajoutant, alors c'est une préoccupation actuelle, comment est-ce qu'on peut mieux prévoir les fissures pour réduire notre impact environnemental? Alors j'y travaille avec deux aspects. D'une part, l'idée d'affiner les modèles qui permettent d'assurer la fiabilité et la durabilité des composants, parce qu'on a des marges de manœuvre, des marges de sécurité sur lesquelles on peut peut-être un petit peu gagner. Et deuxièmement, d'œuvrer à l'élaboration de matériaux plus performants en termes d'impact environnemental. On peut penser à de l'allègement, de la réparation, du recyclage. Et à l'heure actuelle, on exploite notamment le potentiel de la fabrication additive. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de ces images, c'est un peu un teasing. On va les revoir passer pendant l'exposé. Et tout ça, je vais l'aborder dans mon domaine de compétences, qui est la mécanique linéaire élastique de la rupture. Ensuite, je vais parler de ce qu'on peut faire pour prendre en compte des perturbations, la géométrie des fissures par rapport à ce qu'on prend en compte d'habitude. Et en dernier point, je vais parler de projets en cours, donc qui ont tous un trait plus ou moins lointain avec la fabrication additive. Alors, la mécanique linéaire élastique de la rupture, son objectif, c'est de prédire quand et comment une fissure préexistante se propage, connaissant le chargement, en supposant que le comportement est linéaire élastique. Et moi, je vais toujours me placer dans des situations d'équilibre mécanique. Alors, ma particularité, c'est d'aborder ces problèmes d'un point de vue 3D. Alors, à l'heure actuelle, on distingue deux approches, enfin, que moi je qualifierais d'une part l'approche classique, basée sur la connaissance du chargement local au voisinage de la fissure, et d'autre part les approches variationnelles qui sont basées sur un bilan d'énergie global. Alors l'approche classique porte sur l'utilisation du comportement des champs mécaniques en point de fissure, donc sur l'utilisation des facteurs d'intensité des contraintes et du taux de restitution d'énergie. Les facteurs d'intensité des contraintes, ce matin on a entendu parler du facteur en mode 1, mais en réalité, il y en a 3, parce qu'il y a 3 modes de rupture. On revient au nombre 3 qu'a mentionné Anne. 1 pour chaque mode de rupture. Mode 1, mode d'ouverture. Mode 2, mode de cisaillement plan. Et mode 3, mode de cisaillement anti-plan. Alors, ces facteurs, ils dépendent de la solution du problème d'élasticité. Alors, vous voyez ici que le champ de contrainte, il diverge en point de fissure. Alors, bien sûr, le matériau, il ne va pas être très content, il va s'endommager. Il s'endommage dans une zone qu'on va appeler une zone de process. Et si cette zone reste somme toute petite par rapport à la taille de la structure, on va considérer que les facteurs ainsi introduits permettent d'estimer le chargement que subit la fissure et on va les utiliser tout naturellement dans les lois d'avance. Alors par exemple, si on prend une fissure en mode 1, on peut considérer qu'elle avance progressivement sous chargement répétitif jusqu'à atteindre le seuil de propagation des ruines. Et ensuite, on peut avoir soit une propagation catastrophique de la pièce, soit une propagation lente s'il faut continuer à augmenter le chargement pour poursuivre l'avance. En mode 1, la fissure, en général, elle va tout droit. Maintenant, si on rajoute du mode 2, la fissure, elle va en général bifurquer. Et la nouvelle direction de propagation, on peut l'obtenir en maximisant le taux de restitution d'énergie. Et une fois qu'on a cette direction, on va obtenir le seuil de Griffiths en égalisant ce taux de restitution d'énergie dans cette direction avec les coûts de fracturation par unité de surface GC. Alors, une autre alternative, c'est d'utiliser des approches variationnelles basées sur un bilan d'énergie. Dans ce cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à minimiser à chaque incrément de chargement l'état de fracturation qui minimise la somme de l'énergie élastique et de fracture. Alors d'un point de vue numérique, on régularise ça
en introduisant un champ d'endommagement qu'on appelle aussi un champ de phase. Alors l'avantage de cette approche par rapport à l'approche précédente, c'est qu'on peut traiter de multifissuration sans considérer chaque fissure individuellement. Et le cadre énergétique permet de généraliser en rajoutant des termes, par exemple de dynamique, de grande déformation, de plasticité. Mais bon, il y a un pendant, c'est que le problème, il est complexe d'un point de vue mathématique et numérique. Et il est difficile de traiter la nucléation, même si en principe on peut le faire. Et il faut aussi calibrer les fonctions qu'on introduit dans ces modélisations. Et ça n'a pas été certifié pour un usage en ingénierie pour l'instant. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce point de vue. On essaie d'y contribuer, mais en attendant, l'approche classique, je pense, a encore de beaux jours et elle est incluse dans cette approche variationnelle. Quand on a une fissure préexistante et quand on cherche sa propagation, l'approche classique revient à l'approche de minimisation d'énergie. Alors, en général, pour déterminer la trajectoire, en approche classique, ce qu'on fait, on va procéder par incrément. Et pour chaque nouvelle position du front, on va recalculer les facteurs d'intensité des contraintes. Alors en général, on le fait soit en utilisant des modèles simplifiés de substitution qui sont basés sur des formules analytiques ou des tabulations, ou alors en utilisant des codes par élément fini, comme par exemple ZCrack. Alors ça a l'air quand même de marcher bien, vu le nombre de faibles accidents en aéronautique, on croise les doigts, qu'on a actuellement. Ça veut dire que les marges de sécurité qu'on ajoute sont apparemment suffisantes pour les technologies actuelles. Alors maintenant, on cherche quand même à réduire ces marges et à introduire de nouvelles technologies pour répondre aux enjeux de la transition environnementale. Et là, on a à nouveau du travail à faire, à mon sens. Déjà pour réduire, pour rester sécure, pour introduire les innovations. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé sur les formes de fissures qui sont un peu tortueuses par rapport à ce qu'on utilise dans les modèles en général. Et je pense que de prendre en compte ces tortuosités, ça peut être un moyen, tout en restant dans le cadre de la mécanique linéaire élastique de la rupture, de réduire les marges de manœuvre. Alors des formes tortueuses, on en rencontre un peu partout. Elles peuvent être liées à des contraintes résiduelles, à des fluctuations de matériaux, de ténacité. Elles peuvent aussi être liées à des chargements complexes, et notamment le chargement en mode 3, ou à l'anisotropie du matériau. Alors, tous ces points-là, je vais les balayer dans l'exposé. Pour prendre en compte les perturbations dans le plan, on peut utiliser une approche qui a été initiée par Jim Rice, basée sur les fonctions de poids de Buchner-Rice, qui consiste à évaluer les modifications de facteurs d'intensité des contraintes qui sont liées à une petite perturbation dans le plan. Alors, pour illustrer un peu mieux de quoi il s'agit, on va considérer le cas particulier d'une fissure plane dans un milieu infini qui est chargé au loin par des contraintes de tension. On note, du coup, on est uniquement en mode 1. On va noter K, le facteur d'intensité des contraintes correspondant, dès la distance entre deux points du front. W, S de S', c'est un noyau qui dérive des fonctions de poids de Buchner, donc qui dépend des facteurs d'intensité des contraintes, en un point S du front quand on applique un doublé de force en un point S' situé proche du front. Alors, on peut perturber un peu cette fissure de façon normale en introduisant une grandeur delta A. Les formules qui donnent la perturbation des facteurs d'intensité des contraintes et la perturbation du noyau s'obtiennent par des équations qui portent sur une intégrale le long du front de fissure. Alors ces formules, on peut les appliquer, j'allais dire presque telles quelles, pour traiter des petites perturbations du front, mais on peut aussi en faire un usage incrémental pour aller vers des formes déformées plus importantes. Alors les petites perturbations, on les a utilisées pour traiter des problèmes de stabilité de la forme du front. Alors là, ce qu'on cherchait à faire, c'est à s'assurer que les formes qu'on considère ne sont pas sensibles à un battement d'aile de papillon. Il y a un tout petit
forme un peu différente, est-ce que ça ne va pas devenir complètement déformé et tout ce qu'on fait devenir complètement déconnant? Donc ça, vous trouverez une review de ces aspects-là dans mon HDR, donc qui date de 2011. On l'a aussi appliqué à des problèmes de rugosité du front liés au désordre matériel, qui a pas mal été abordé par les physiciens, en particulier par Anne Tanguy. Et on a aussi utilisé ces formules pour traiter de problèmes de propagation de fissures dans des interfaces texturées qui intéressaient, et je pense intéressent toujours, Saint-Gobain, pour faire des vitrages intelligents. Alors je vais passer un petit peu sur ces aspects petites perturbations pour parler plus longuement des aspects usage incrémental où on peut traiter de la propagation sur de grandes échelles. Alors mettons par exemple qu'on se retrouve avec une fissure qui a cette forme biscornue, même si ça reste peu probable, on peut l'imaginer. Si on connaît les fonctions K et W pour cette géométrie, on va pouvoir utiliser notre approche perturbative de façon incrémentale et mettre à jour, au fur et à mesure de l'avancée, la nouvelle position du front, les facteurs d'intensité des contraintes et le noyau W. On peut aussi récupérer au passage le nombre de cycles réels qu'il faut pour passer, pour faire l'incrément numérique. Alors c'est assez intéressant parce que là, on n'a pas besoin de mailler la pièce. Tout ce qu'il faut faire, c'est mailler la ligne de fissure et après, le calcul tourne, j'allais dire, presque tout seul. Donc c'est une méthode assez efficace pour traiter de la propagation de ce genre de fissure biscornue sur un grand nombre de cycles. Alors vous allez me dire, oui, mais cette fissure-là, elle est vraiment très biscornue. Ça m'étonnerait qu'on connaisse K et W pour cette fissure. C'est vrai, on ne connaît pas, mais on peut utiliser l'approche perturbative pour les calculer. Et alors là, l'idée, c'est de partir d'une configuration pour laquelle on connaît KW, et notamment, c'est le cas pour une fissure circulaire, et puis de la déformer jusqu'à arriver jusqu'à la forme qu'on cherche à étudier. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire tourner le calcul de propagation. Alors la première version numérique de ce principe date de 90 avec des travaux de Michael Ortiz. En 2003, je l'ai repris pour l'étendre à d'autres cas de figure. À l'époque, c'était un code C. On l'a étendu avec Élie Favier pendant sa thèse pour traiter de problèmes de cisaillement, avec Lorraine Legrand pour traiter de problèmes de coalescence, et avec Manish Vazoya pour traiter de problèmes de propagation dans une interface avec des forts contrastes d'hétérogénéité. Alors Louis David, qui est en thèse avec Safran, a repris ce code, il l'a amélioré pour pouvoir traiter toutes ces formes de fissures. Ce n'était pas faisable avant. Donc maintenant, c'est faisable. Donc il a fait tourner les calculs pour toutes ces formes et différentes valeurs du coefficient de Paris. Donc ça fait un certain nombre de simulations, mais vu que la méthode ne nécessite pas de calcul 3D, c'est largement faisable. Alors si on a une fissure circulaire, la fissure, on a une solution analytique, elle va rester circulaire, et on peut exprimer l'évolution de la taille en fonction, alors c'est par ici, en fonction du nombre de cycles appliqués. C'est des courbes en pointillés qu'on retrouve sur ce graphe. Et on peut aussi regarder, alors sur ce graphe N en fonction de R, en plus de cette courbe analytique, chaque trait de couleur correspond à un calcul numérique. En haut, vous voyez que quelle que soit la forme de la fissure initiale, elle redevient circulaire au bout d'un moment. En bas, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a les fuseaux qui se rejoignent tous sur la ligne qui correspond au cercle. Donc l'évolution est similaire à celle d'une fissure en circulaire en termes de surface. Alors ça contraste avec ce qu'on peut tracer en considérant d'autres métriques pour modéliser la taille de la fissure. Et notamment, il y a aussi des métriques à éviter parce qu'elles prédisent des passages où la taille de fissure diminue. C'est le cas, par exemple, pour la largeur ou le périmètre, pour certains cas de figure. Donc ça ne marche pas. Donc vraiment, ce qu'il faut prendre, c'est ce qu'on a là, c'est la surface fissurée. Et là, on a exactement la même évolution que celle qu'on aurait pour une fissure circulaire. Alors, on a fait aussi un cas pratique qui est issu d'un défaut qui a été observé par Safran dans un alliage nickel. Et on a estimé la durée de vie pour passer de ce défaut
au seuil d'Irwin. Alors avec l'approche perturbative, on obtient un nombre de cycles qui est très similaire à ce qu'on obtient en propageant immédiatement une fissure circulaire qui aurait la même surface. Par contre, si on prend le cercle circonscrit, on sous-estime d'à peu près 30% la valeur. Donc on peut dire que l'approche perturbative a permis de montrer que l'utilisation du cercle circonscrit sous-estime fortement la durée de vie et que la durée de vie peut être d'une fissure isolée, peut être obtenue avec précision en remplaçant la forme complexe par un cercle de même surface. Mais il a fallu faire les calculs avant d'arriver à ce résultat. Alors je passe maintenant à un cas de figure où on a des perturbations hors plan. C'est le cas où on charge la fissure en présence de mode 3. Alors ça, c'est des choses qui ont été observées déjà il y a un bon nombre d'années. Quand on charge une fissure en mode 3, même si initialement elle est plane avec un front lisse, rapidement elle va évoluer vers une forme qu'on va appeler segmentée ou en facette. Voilà, c'est les exemples historiques de Sommer et de Knaus. Alors nous, on a abordé ce problème en prenant des barreaux de plexiglas. Alors pourquoi plexiglas ? Parce que c'est transparent, donc on peut regarder ce qui se passe dedans et voir comment évoluent les facettes. On a introduit dans ces barreaux une fissure qu'on a inclinée par rapport au plan médian pour introduire de la mixité des modes. Si on fait le calcul élément fini de l'évolution des facteurs d'intensité des contraintes, et notamment du mode 2 le long du front, on voit qu'il change de signe de part et d'autre. Et ça explique pourquoi on arrive par simulation à obtenir la forme qu'on obtient d'un point de vue macroscopique. Mais on a aussi un niveau de K3 qui n'est pas négligeable. Et ça explique pourquoi, à petite échelle, on a des choses beaucoup plus compliquées qui se passent. Alors là, sur l'image, vous avez des photos de 3 échantillons qui ont été cyclés jusqu'à des niveaux de propagation différents. À gauche, on a une vue d'ensemble. La première ligne au milieu, c'est une vue du dessous. La deuxième, c'est une vue de face. Et enfin, vous avez une image post-mortem. Alors, si on regarde bien, ce qu'on constate, c'est que le front initial, il va se diviser en petites facettes qui sont inclinées en forme de doigt et que ces facettes, elles coalescent au cours du temps. Elles sont orientées vers la direction de cisaillement minimum. Et ce n'est pas une observation qui est liée au polymère, au plexiglas. On l'obtient aussi dans d'autres matériaux. C'est assez général. Alors on a cherché à voir l'impact de la mixité des modes sur le chargement à rupture. Donc on a refait une série d'expériences. Alors ce coup-ci en chargeant de façon monotone jusqu'à arriver au seuil de rupture. Et on note que ce seuil augmente plus on a du mode 3. Donc on a essayé d'expliquer ça. Alors déjà, il y a moyen de l'expliquer avec les mains en remarquant qu'à petite échelle, les facettes apparaissent forcément. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà montré pendant ma thèse, donc ça date un peu, qu'on a repris assez récemment en montrant que la propagation rectiligne est instable par rapport à des petites perturbations. Donc à petite échelle, ces facettes vont apparaître, en général. Il y a quelques rares cas de figure où ce n'est pas le cas. Et une fois que ces facettes sont là, pour faire avancer la fissure, ce n'est plus le front initial qui régit la propagation, mais c'est la pointe de ces facettes. Et comme ces facettes sont moins ouvertes que la fissure initiale, parce qu'il y a des ligaments entre les deux, on a un effet de renforcement. Donc là, ça c'est une explication qualitative. Après, on a cherché à aller plus loin. Et on a modélisé ces facettes par ces structures 3D. Donc on a introduit 3 paramètres, enfin 4. La rotation des facettes, alpha, la largeur, L, la longueur d'onde, D, et l'avancée, A, ce qui fait 3 paramètres si on raisonne sous forme adimensionnée. Ensuite, on a supposé que le paramètre d'élancement des facettes est petit devant 1. En utilisant les développements asymptotiques raccordés, on peut ramener ce problème 3D en 2 problèmes 2D que voici. Un problème intérieur à l'échelle microscopique, où on voit apparaître les facettes comme des fissures 2D en échelon. Et vu de loin, là, si on dézoome, les facettes, elles se retrouvent
alors je dirais pas emprisonnés, mais intégrés dans une zone cohésive. On ne les voit plus, on voit quelque chose de plat, et la pointe de la zone cohésive, c'est ce qui va régir l'avancée de la fissure. Le modèle permet d'obtenir le taux de restitution d'énergie à la pointe de cette zone cohésive en fonction du chargement initial et de la géométrie des facettes. Alors à l'heure actuelle, on ne sait pas prédire tous les paramètres de la géométrie. Donc ce qu'on a fait, on a calculé K3 sur K1 initial par élément fini, et on est allé mesurer, alors je fais un peu trop vite, je reviendrai aux expériences un peu plus tard. J'avais prévu 2 slides pour vous donner un aperçu des équations qui sont derrière. Donc le G effectif, il est relié à des facteurs d'intensité des contraintes effectifs, qui eux-mêmes sont reliés à des forces de pincement qui sont exercées sur les faces de la zone cohésive et qui résultent des ligaments qui entrent les facettes. Ces forces de pincement, on peut les calculer en résolvant des équations intégraux-différentielles. Et dans ces équations intégraux-différentielles, on voit apparaître des fonctions A qui sont reliées au problème intérieur. Donc on peut calculer par élément fini, par exemple. On touille tout ça et on arrive à calculer le G effectif en fonction de ce que je vous annonçais précédemment. Ensuite, une fois qu'on a ce G effectif, on va le rentrer dans une balance énergétique. En présence de facettes, ça donne G effectif égale L sur D fois GC, parce qu'il faut prendre en compte le fait que la surface effectivement fissurée, ce n'est pas la largeur totale de la fissure, mais c'est en ratio L sur D. En l'absence de facettes, c'est simplement G0 égale GC. Si on suppose que GC ne dépend pas de la mixité des modes, on peut obtenir avec ces équations FC sur F0 en fonction de la géométrie des facettes et du K3 sur K0. K3 sur K0, on l'a calculé par élément fini. Les facettes, on est allé estimer leur géométrie en faisant de la profilométrie sur les surfaces fracturées. On obtient ainsi le paramètre alpha et eta. Par contre, on ne peut pas obtenir L sur D. Parce que c'est sur les surfaces fissurées complètement et on n'a plus de trace des ligaments qu'il y avait précédemment. Alors, c'est pas grave, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé la solution pour différentes valeurs de L sur D en fonction de K3 sur K1 et on constate que ça colle bien avec les expériences à condition de prendre L sur D égale à 1,2. Et ça, si on regarde sur les images qu'on a obtenues par fatigue, ça paraît raisonnable. Cela dit, là, il faut noter que ces images, elles sont en fatigue et les expériences ont été faites en rupture brutale. À l'heure actuelle, on n'est pas sûr que la géométrie sera exactement la même pour ces 2 types de chargements. Donc, pour conclure sur cette partie, on a observé une augmentation du seuil de rupture avec la mixité des modes, qu'on a mis en évidence par des expériences de flexion sur du PMMA, qu'on a pu estimer à l'aide d'un modèle de zone cohésive à partir de la connaissance de la géométrie des facettes. Donc cette augmentation de ténacité peut être attribuée à leur présence à l'échelle micro, dont la propagation nécessite une charge plus élevée que celle qui favorise une propagation lisse en raison des ligaments qui perdurent entre les facettes. Alors, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est s'attaquer un peu plus sur la détermination de la géométrie des facettes pour avoir un modèle autosuffisant, mais aussi faire des essais en quasi-statique. On a soumis une ANR il y a quelques années pour le faire, elle n'a pas été retenue, donc c'est resté dans des cartons. Et puis, ce qui serait bien aussi de faire, c'est d'appliquer le modèle de zone cohésive sur la partie fatigue, où là, on a quelques résultats préliminaires qui montrent nettement que le K3 sur K1 ralentit l'avancée de la fissure. Ça, c'est des résultats de 2018 qui ne demandent qu'à être ressortis. Alors, je vais maintenant parler des projets qui sont actuellement en cours. Alors, tous ces projets utilisent de plus ou moins près la fabrication additive. Alors, lors de la thèse de Julie Triclot, on s'est intéressé à l'influence de zones poreuses situées hors du chemin de propagation de fissure sur le niveau de chargement nécessaire pour la faire avancer.
Et on a noté qu'à même longueur de fissure, quand on a ces zones poreuses, il faut augmenter le chargement par rapport au cas où il n'y a pas ces zones poreuses. Donc ça peut être une piste pour alléger les structures tout en renforçant d'un point de vue propagation de fissures. Alors on a mené des études par élément fini, par pilotage, par longueur d'arc, qui sont en accord quantitatif avec des expériences qu'on a réalisées sur des éprouvettes fabriquées additivement. Je vais assez vite. L'autre volet qu'on détaille actuellement, c'est la propagation de fissures dans les matériaux anisotropes. Et sur ce point, j'aime bien reprendre cet exemple, cette étude de collègues de Boston, qui illustre assez bien la complexité du problème. Alors, dans cette étude, vous avez un matériau fibreux, donc avec une orientation privilégiée de fracturation qui correspond à la direction des fibres. Entre la ligne du haut et la deuxième ligne, ce qui change, c'est l'orientation des fibres. Et vous voyez que quand les fibres sont parallèles, on va tout droit. Quand les fibres sont orthogonales, la fissure bifurque. Donc on a un effet, comme on s'y attendait, de la microstructure sur le trajet. Alors maintenant, si on regarde entre la deuxième ligne et la troisième ligne, on garde des fibres perpendiculaires à la fissure et on voit que selon le format de l'éprouvette, on bifurque ou alors on va tout droit. Donc vraiment, le chemin que va suivre la fissure, il faut mixer, bon, ce n'est pas une surprise pour quelqu'un qui fait de la mécanique de la rupture, mais il faut mixer ce qui se passe à petite échelle avec la macrostructure. Alors dans ce papier, ils se sont intéressés aux critères G-GC max pour l'orientation. Ils ont fait des calculs par champ de phase et ils ont montré que ça fonctionne bien, mais à condition d'introduire une longueur interne et une dépendance au T-stress. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va donner sur d'autres types de matériaux anisotropes? Alors je sais que dans l'aéronautique, on utilise dans certaines pièces des monocristaux et on commence aussi à parler de matériaux imprimés en 3D. Or l'impression 3D, c'est un procédé directionnel. Et donc, il y a de fortes chances qu'on obtienne des matériaux anisotropes à la sortie. Alors, pendant la thèse, le postdoc de Thomas Corr, il a mis en place des expériences. Alors ça, c'était à mon arrivée au FAST. Donc, j'avais rien sur la fabrication additive. Et donc, il a mis en place des expériences de fissuration qui ont fini par être reproductibles. Bon, il y a eu pas mal de travail pour y arriver, qu'on a instrumenté par la corrélation d'images, et qui sont réalisés sur du polycarbonate. Alors, corrélation d'image, on utilise UFRECAL pour obtenir les facteurs d'intensité des contraintes au cours du temps. C'est un dispositif qui est assez sympathique parce qu'on peut varier à loisir le schéma d'impression, les formes qu'on imprime, et c'est pas coûteux parce qu'une éprouvette, c'est entre 1 et 2 euros, donc on peut casser... voilà, et il permet de faire un dialogue expérience-modèle dans le cadre de la mécanique linéaire élastique de la rupture. Alors, pendant la thèse de Xinyuan, il a repris ce dispositif avec ce schéma d'impression où on imprime de façon croisée d'une couche à l'autre. Alors ça rappelle peut-être un peu les composites plis qu'on a vus ce matin, parce qu'on a des couches qui sont alternées à 90 degrés. Il a fait varier l'orientation des plans faibles, donc qui correspondent au plan entre les fils, par rapport à l'orientation de la fissure initiale. Il l'a fait expérimentalement, et en utilisant les champs de phase, mais aussi les critères classiques. Il a obtenu vraiment un bon accord, que ce soit au niveau des trajectoires, mais aussi au niveau des chargements à rupture. Alors, comme ça a pas mal marché et qu'il y a du potentiel pour faire plus, on a actuellement 2 projets financés qui sont complémentaires en cours sur ce dispositif. Alors, il y a un truc qu'on a remarqué avec Xinyuan qui est assez intriguant, c'est que si on prend ces éprouvettes, on les charge de façon monotone, la fissure va partir dans le plan faible. Par contre, si on fait de la fatigue, la fissure, elle ne va pas partir du tout dans le plan faible, elle va se propager comme si on avait un matériau isotrope. Donc ça, c'était un peu une surprise, parce qu'en général, on reprend les mêmes modèles pour le chemin de fissuration en fatigue qu'en monotone, ce n'est pas toujours bon.
Donc, dans ces deux projets, on va mener des développements théoriques et numériques. Alors, il y a un postdoc qui s'y attelle, qui est dans la salle, Flavien. On va s'intéresser aussi à la variation de l'anisotropie. On va changer les motifs d'impression et on va essayer d'aller vers de l'anisotropie peut-être un peu moins sévère. Là, c'est Pietro qui est à l'œuvre depuis un peu moins d'1 an. Et on va s'intéresser, alors là, on attend un thésard aussi au chargement cyclique. On prévoit également de faire des expériences sur du filaire métallique en collaboration avec l'EPFL, l'école polytechnique, féminin. Voilà, et de regarder un peu les aspects 3D. Oui, EPF. Les aspects 3D en faisant des expériences dans les tomographes. Parce qu'on aimerait bien aller vers des modèles micro-macro. Alors, à côté de ces expériences dans le polymère, dans le projet CIEDS, on s'est aussi intéressé à la propagation des fissures dans des matériaux imprimés avec le procédé DED. On a une machine commune XNSTA avec laquelle on réalise les éprouvettes. Et là, c'est David qui est à la manœuvre, qui est aussi dans la salle. Alors, on a mis un certain temps avec Thomas et David à monter ces expériences. Oui, c'est pas toujours évident la première fois qu'on le fait. Là, dans les premières expériences, on a pris les éprouvettes comme sorties de l'imprimante et on a juste changé l'orientation de la fissure par rapport à la direction d'impression et noté qu'il y a un fort effet sur le chargement à rupture. On l'a mis en regard avec ce qu'on observe sur les faciès de rupture. Et on a noté que les interfaces entre les cordons sont des plans faibles qui guident la fissure, d'où le fait que le chargement critique est plus bas dans le cas parallèle que dans le plan orthogonal. Alors, ces éprouvettes, on les a également vieillies pour mimer un peu ce qui peut se passer avec des irradiations, par exemple. Et on a constaté qu'on passait d'une situation où on avait une rupture guidée par du ductile à une rupture fragile. Alors tout ça, c'est des travaux en cours. David finit son postdoc au mois de juin. J'ai un financement pour poursuivre les travaux, mais je cherche désespérément quelqu'un pour prendre la suite. C'est vraiment une denrée rare, les postdocs en expérimental. Bon, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à leur transmettre l'info. Ça peut aller très vite. Dans quelques semaines, il peut commencer. Alors, je vais finir par quelques mots de conclusion que je vais essayer d'être un peu plus général que les points techniques que j'ai évoqués. Donc, un premier point sur les méthodes qu'on utilise pour prévoir la propagation en fissure. Donc, je vous ai mentionné l'approche variationnelle sur les champs de phase. Je pense qu'elle est vraiment très prometteuse. Cela dit, si on veut faire du 3D, c'est vraiment très coûteux en temps de calcul. Et puis, elle demande encore à être validée de façon un peu plus systématique par les expériences. Et on peut aussi penser la comparer à l'approche classique. Donc, tout ça dans l'idée de pouvoir l'utiliser, par exemple, dans l'aéronautique. En attendant, je pense que l'approche classique, basée sur l'utilisation des FIC ou du taux de restitution d'énergie, reste un moyen d'actualité robuste et efficace. Et on a vu que grâce aux approches perturbatives, les facteurs d'intensité des contraintes peuvent être estimés pour des fissures distordues par rapport aux formes lissées qu'on utilise souvent. Elle permet, par exemple, de s'assurer de la stabilité des formes et d'inclure les effets d'hétérogénéité. On a vu que l'approche, si on l'itère numériquement, est un moyen complémentaire et efficace, un moyen complémentaire aux éléments finis pour traiter des problèmes 3D avec des fortes distorsions du front. Elle ne nécessite que le maillage de cette ligne de front, mais une réflexion doit être menée pour prendre en compte les frontières du domaine. Ça, on ne sait pas encore très bien comment faire. Et on y réfléchit un petit peu avec Raoul pendant la thèse de Louis.
Alors, deuxième point, mieux prévoir la propagation de fissures pour réduire notre impact environnemental. Donc j'ai parlé de deux aspects, réduire les marges de sécurité pour affiner les modèles utilisés. Alors l'approche perturbative est une piste. On a notamment montré que la taille est pertinente pour étudier de petites fissures internes de forme biscornue, c'est l'air de la surface. Évidemment, ce n'est pas la peine de trop s'embêter. On le remplace par une fissure circulaire de même taille en air que la fissure biscornue, et ça devrait bien se passer, alors à condition que le chargement est homogène et qu'on est suffisamment loin du bord. On a vu que le chargement en mode 3 a un aspect renforçant grâce à la formation de facettes et qu'on peut quantifier par un modèle semi-analytique à deux échelles ce renforcement. D'un point de vue matériaux, j'ai évoqué que des zones hétérogènes peuvent être en mesure de retarder l'avancée d'une fissure. L'étude de l'effet de ces zones hétérogènes, il y a eu pas mal de travaux, mais je pense que le chantier est encore largement ouvert et qu'il est d'intérêt pour aller vers des outils d'optimisation qui pourraient servir par rapport à des enjeux environnementaux. Ensuite, j'ai évoqué la fabrication additive. Je pense qu'elle a son rôle à jouer parce qu'elle permet de réparer les pièces. Elle permet aussi de créer de nouveaux matériaux avec des architectures éventuellement un peu biscornues, voire de recycler de la matière. Mais les matériaux qu'on obtient présentent en général une anisotropie de fracture dont il va falloir apprendre à comprendre comment la fissure évolue dans cette anisotropie. Alors, un dernier slide, donc, pour remercier tout le monde. Bien sûr, l'ONERA pour le soutien à ce prix et cette journée. Et ce travail, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a plein de collègues qui sont intervenus. Vous les avez vus apparaître un petit peu dans les papiers que j'ai cités. Alors, je me suis contentée ici sur ce slide de mentionner les doctorants et post-doctorants que j'ai supervisés depuis que je suis arrivée à l'ENSTA. Alors, il y en a un certain nombre dans la salle, pas tous. Ensuite, je voudrais remercier les labos qui m'ont accueilli et qui m'ont permis de me donner une collaboration, à mon avis, un peu particulière aux recherches que je mène. Donc d'abord à Jussieu, donc au LMM, qui est maintenant l'Institut Jean-Leon d'Alembert, avec les aspects théoriques, le FAST, avec des aspects, une approche un peu plus physique et des expériences, et maintenant l'IMSIA, avec un recentrage vers le domaine de l'ingénierie. Alors, dans tout ça, il faut aussi remercier les financements. Alors, le premier financeur, c'est celui qui me paye. Donc, il y a eu différents établissements, l'UPMC, Paris Sud et maintenant l'ENSTA. Et puis, il y a les financements sur projet et les financements industriels. Donc là, je remercie tout particulièrement Safran de me faire confiance à l'heure actuelle et Raoul qui est là dans la salle. Et bien sûr, je remercie chaleureusement l'Académie des sciences de m'avoir décerné ce prix. C'était un peu une surprise parce que pour une fois, c'est un prix où quelque chose où on n'a pas besoin de déposer un dossier. Donc ça, c'est assez cool parce qu'on passe notre temps à déposer des dossiers. Donc quand on vous apprend, on a un prix alors qu'on n'a rien fait. C'est vraiment... Alors, je sais que derrière, vous avez beaucoup travaillé, donc merci beaucoup. Je pense que c'est aussi une excellente occasion de concrétiser peut-être des collaborations avec les collègues de Safran, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter à Math et EDF et l'ONERA. J'ai dit le lapsus, parce que Safran, je collabore déjà, donc je voulais dire ONERA. Bon ben voilà, je vais finir sur ce lapsus. Désolée. Donc Safran, je collabore déjà. Merci.